Eh bien salut! Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas assis sur une de mes bécanes dans le garage. Il fait -8 dehors et le garage n'est pas chauffé. Ça change un petit peu de décor. Aujourd'hui, nous allons prendre la route. Je vais utiliser des images prises en roulant pour évoquer des cas concrets de circulation. Je n'apprendrai pas grand-chose aux vétérans de la route, mais il faut penser à tous les autres. Je ne suis pas un pilote émérite, mais comme je vais bientôt avoir 50 ans d'expérience de la conduite moto, je pense avoir quelque chose à dire. La preuve, je suis toujours vivant. En premier, nous allons parler du placement sur la route. Beaucoup de vidéos existent sur les trajectoires. Je vais juste ajouter ma petite pierre à l'édifice. Parce que j'ai constaté qu'on donne beaucoup de conseils, mais sans forcément tenir compte des conditions de la route. En fait, il y a plusieurs trajectoires possibles pour passer au même endroit. Tout dépend des conditions rencontrées ce jour-là, à ce moment-là. Il faut donc pouvoir évoluer et ne pas partir sur une base qui est toujours la même. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Les principes de base d'une trajectoire. Dans un virage à droite, on serre à droite. Dans un virage à gauche, on se rapproche de la gauche, mais pas trop pour ne pas empiéter sur la partie adverse. Pourquoi? Ce serait mal. Toujours donc, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Attention sur la droite de ne pas mordre l'accotement. Sur des routes sans aucune signalisation au sol, c'est à vous d'estimer où se situe le milieu de la route, notamment dans les virages à gauche, pour toujours respecter cette marge de sécurité. Sauf évidemment si vous avez une très grande visibilité, mais ce qui est assez rarement le cas. Mais je vois déjà la statue de la liberté, toute petite bien sûr. En montagne par exemple, sur cette route-là, il n'y a pas de marquage central, il n'y en a que sur les bords. Vous pouvez donc vous y fier pour vous approcher au maximum de la droite. Ici, il n'y a qu'un marquage central, donc c'est pratique pour identifier votre voie, mais par contre, ça ne vous montre pas où débute l'accotement. Là, la moto est déportée sur le côté gauche, il faut doubler un vélo. Alors entre le manque de visibilité dans les virages à gauche et le muret en béton à droite, il faut naviguer à vue. Tous mes repères ont disparu. Ça va être encore plus difficile pour la navigation. En gardant quand même une trajectoire correcte, c'est-à-dire pas rester toujours au milieu de la route. Là, nous avons un collègue qui flâne. Bon, comme là, je flâne un petit peu moins, hop, on a une bonne visibilité, on peut y aller. Ici, la moto est un peu trop déportée sur la gauche pour un virage sans visibilité. Ce qui fait que quand un véhicule va arriver en face, la trajectoire va s'infléchir. C'est une mauvaise trajectoire, une erreur de pilotage. Qu'on lui coupe la tête! Sur cette route-là, tout est bien dessiné, donc on peut tranquillement aller vers l'accotement, revenir vers le milieu, il n'y a personne en face, on peut mordre la bande, mordu, et on continue, puisque la visibilité est très bonne. Il peut aller plus loin, parce que là, il n'y a vraiment personne en face. On se rapproche plus de la trajectoire sportive. On peut se permettre d'utiliser toute la partie de la route. Ça n'est pas du tout conseillé quand on ne voit pas très loin. Et c'est carrément interdit par le code de la route aussi. Je vois pas pourquoi on se gênerait. Personne en face, je vais pas me fier simplement à cette petite bande blanche du milieu. Sur une route très étroite avec une moto très large, ici c'est une 1800 Goldwing, on va avoir du mal à croiser un véhicule, donc si on n'a pas de visibilité, vaut mieux serrer les miches à droite. Quand on y voit bien, ça va, mais il faut toujours s'attendre à ce qu'en face arrive quelque chose de plus large que vous. On parlait des murets de pierre. Très courant, notamment en montagne. Si vous y faites pas attention, ils peuvent vous écorner vos sacoches. D'autant qu'on n'a quand même pas tellement de marge de manœuvre si on croise quelqu'un. On serre, mais pas trop. Idem pour les barrières en bois, ça fera les mêmes dégâts si vous voulez les heurter. Bon là, on a une jolie route, bien propre, bien sèche, et on prend à droite. Et puis on peut s'approcher du milieu pour continuer la trajectoire, reprendre à droite. Une fois qu'on a pris le coup, c'est très souple. Méfiez-vous toujours des pierres qui peuvent être sur le côté de la route qui sont tombées des bords de falaise par exemple.
Un muret tient lieu de séparation entre les deux voies. En plus, il y a des graviers sur le côté droit. Ça oblige à ne pas revenir tout de suite à droite après avoir pris la courbe à gauche. Les feuilles mortes, où les motards se ramassent à la pelle. Ne roulez pas trop, à droite. Et surtout, ne freinez pas dessus de l'avant. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié. Alors là, on a muret, route mouillée, feuilles mortes. C'est le brelan gagnant. Et surtout, on passe d'un endroit sec à un endroit humide. Les pneus restent mouillés pendant quelques centaines de mètres. Même si vous êtes sur le sec, si vous enquillez un virage un peu rapide, vous risquez d'avoir des déconvenues. Je suis très désappointé. Là, on a des choses sympathiques. Ce sont des traînées de goudron qui collent à la route. En été, elles glissent beaucoup parce que le goudron chauffe et se ramollit. Quand elles sont mouillées, ce sont des vraies patinettes. Quelles que soient les circonstances, il faut éviter de pencher, voire de freiner dessus. Et puis, il y a toujours la surprise, on arrive sur un endroit où il y a des graviers partout. On va prendre ça avec philosophie, mais fallait pas enquiller le virage avec le genou par terre. Les routes bordées de neige, soit elles sont bien sèches, comme c'est le cas ici, et on peut trajecter tranquillement, soit il y a des zones d'ombre, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut même y avoir du verglas. Donc là, il ne faut pas trop s'approcher des bords, et ne pas trop s'approcher du milieu non plus. Et ralentir quand vous ne savez pas si ça va glisser ou pas, parce que là, il y a présomption de culpabilité. Ça peut être que mouillé, on n'est jamais à l'abri qui se transforme en verglas. Et dans les descentes, c'est là où on est content d'avoir un bon couple et un bon frein moteur. Quand la neige est fondue, alors elle est moins dangereuse que le verglas, il faut essayer quand même de ne pas trop rouler dessus. Dans la mesure du possible, hein. Voilà. Pendant qu'on y pense, quand vous ramenez votre moto au garage, oubliez jamais de la passer au Karcher pour enlever les traces de sel. Vu la taille des stalactites, on se dit que la température au sol, elle est négative. Que la montagne est belle. Quand le brouillard s'en mêle, forcément, ça complique un peu les choses, pour peu que ça soit du brouillard givrant. Et c'est surtout qu'on ne voit pas arriver les autres. Il n'y a pas vraiment de secret. Ce qui compte, c'est une conduite souple, coulée. Putain de merde! Machine arrière! Et de préférence en s'arrêtant pour voir autour. N'oubliez pas votre cache-cou. Si les routes sont vraiment couvertes de neige, évidemment, prudence. Rien n'est impossible, équivalentement. Donc on ne freine pas brutalement, on ne tourne pas brutalement, on ne fait rien brutalement. Et il peut arriver qu'on soit obligé de franchir des gués, ou comme ici, la marée, donc ça peut générer une vague devant la moto. Le mouillé, c'est pas dans la tête, hein. On roule pas sur le mouillé comme sur le sec. Je sais bien que les bécanes modernes, avec la technologie des pneus qui a énormément évolué, et tous les anti-patinages et compagnie, mais non, sur le mouillé, on roule moins vite que sur le sec. Point final. Traînant les pieds au fond de la mer, deux hommes grenouilles se désespèrent. Le soleil, synonyme de balade. Mais le soleil peut se révéler traître et dangereux. Par exemple, les sorties de tunnels. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, mais dès qu'on approche de la sortie, ça vous en met plein les mirettes. Il n'y a pas que les sorties de tunnel. Sur n'importe quelle route, il peut arriver ce genre d'éblouissement. Autre moment où le soleil crée des problèmes, l'intermittence de l'ombre et de la lumière, classique en forêt. C'est l'effet Strobo.
Même principe, votre œil n'a pas forcément le temps de s'habituer au changement de luminosité. Même avec un écran teinté ou des lunettes de soleil, ça fera le même effet. Voyez-vous la lumière? La lumière! Je l'ai vue! Là, c'est un autre cas de figure. Vous avez le soleil dans le dos. Vous voyez très bien ce qui se passe devant. Mais ceux qui arrivent en face sont complètement éblouis. Moralité, c'est pas parce que nous on voit bien que les autres vous voient. En moto, on n'arrête pas de doubler. On a même l'impression que parfois les autres véhicules sont arrêtés quand on les dépasse. Là, on rentre dans le côté pragmatique de la chose, très loin des obligations du code de la route, qui n'est absolument pas adapté aux motards. Le code, c'est la loi. Au diable le code! Ne serait-ce que les marquages au sol dont nous nous affranchissons gaillardement. Petit rappel important quand même, le franchissement des lignes blanches, on le sait tous, est sanctionné par la perte de plusieurs points de permis. C'est une honte! Révolte! Il est parfois difficile de ne pas surprendre les automobilistes. On peut arriver très vite, sans parler du bruit. Positionnez-vous toujours bien dans l'axe de leur rétro, de façon à ce qu'ils vous aient repéré avant que vous les dépassiez. Et prenez aussi une marge de manœuvre en les dépassant, quitte à empiéter sur l'autre côté de la chaussée, si évidemment il n'y a personne en face. Heureusement, la plupart des automobilistes maintenant se décalent pour nous laisser passer, mais certains ne le font pas. L'idée est aussi de réduire au maximum la durée où on est de l'autre côté de sa voie. Même si on ne roule pas très vite, pendant le dépassement, faut pas mollir, quitte à revenir à la vitesse initiale après le dépassement. Salut! L'avantage en bécane, c'est qu'il y a toujours un espace pour se faufiler. Ça demande à prendre une décision très rapide. Vous avez une fenêtre de tir, profitez-en. Le pire ennemi, c'est l'hésitation. Si vous avez une moto puissante, c'est toujours mieux. C'est plus compliqué de doubler avec une 125. Quand on arrive en ville, En circulation intense, quand il y a énormément de véhicules partout. Je ferai une vidéo spéciale sur la ville ultérieurement. Mais là, déjà, tout ce qu'on peut dire, c'est que quand on remonte une file de voitures, il faut le faire le plus lentement possible. S'il y en a un qui décide de faire demi-tour ou d'ouvrir sa portière ou de braquer ses roues, vous pourrez l'éviter. Un autre endroit extrêmement dangereux, ce sont les lotissements. Il y a des entrées et des sorties de partout. À tout moment, quelqu'un peut sortir de son garage et vous vous retrouvez sur le capot d'une voiture. Faut être attentif, regardez toujours à droite, à gauche, au milieu. On a un petit exemple de ce qui se passe quand quelqu'un ne vous voit absolument pas arriver. Il a même pas vu que vous étiez derrière. Vous n'existez pas. Nous n'avons aucune raison de ne pas être courtois. N'est-ce pas? Ok. On ne se positionne pas sur la chaussée de la même façon que quand on roule tout seul. On roule en quinconce, c'est-à-dire décalé par rapport à la moto de devant, pour ne pas lui rentrer dans le porte-bagages si jamais il y a un freinage intempestif. Et à chaque fois qu'on double, on se remet dans la même position. Et ça vous assure aussi une meilleure visibilité. Vous n'avez pas le nez dans la moto de devant. Vous voyez là, c'est très clair, on est complètement décalé. Et on va se repositionner comme ça, après chaque dépassement. La bonne distance, c'est de pouvoir s'arrêter avant de rentrer dans l'autre, c'est évident. L'astuce quand on conduit en groupe, c'est que chacun s'occupe de son suiveur. Si celui qui est derrière vous a un problème, et que vous ne voyez plus son phare dans votre rétro, vous vous arrêtez. Celui devant fera de même jusqu'au chef de file. Papa et maman, ils nous ont abandonnés. Vous inquiétez pas, j'ai mis des petits cailloux, suivez-moi. Vers revoir un Rominet. Les animaux, avec un Z.
On n'y pense pas forcément, et pourtant, c'est un danger bien réel. Déjà, si vous les voyez, c'est pas mal. Au cas où ils surgissent devant vous. C'est quand on les voit pas que ça peut être embêtant. Je suis un microbe extrêmement virulent. Quand on les voit, il n'y a qu'une seule solution, hein. Faut y aller tout tranquillou, ne pas leur faire peur, ne pas les exciter, et ne pas passer trop près non plus. Ils vous en seront gré. Quoi? Un lama? Parce que quand ça déferle, ça ne s'arrête pas. Et on n'essaye pas de traverser un troupeau en forçant le passage. Oui, je sais, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Parfois, c'est des rencontres même improbables. Mais oui, j'ai bien vu un rominet. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous, faites bonne route. Ciao! S'il fallait en retenir deux, ça serait la tolérance et la courtoisie.